Quand on pense aux Vikings, on imagine des dracars, des raids sanglants, des côtes gelées de Scandinavie ou les terres d'Angleterre ravagées. Mais si je te disais que certains d'entre eux ont traversé toute l'Europe pour rejoindre Constantinople, des guerriers du Nord devenus les gardes du corps personnel de l'empereur byzantin. Oui, les légendaires Varegs ont combattu, vécu et même laissé des runes gravées dans la basilique Sainte-Sophie. C'est l'histoire vraie d'un lien oublié entre les glaces du Nord et les fastes de l'Orient. Une aventure épique que l'histoire officielle n'a jamais vraiment racontée. Les Vikings. Ce simple mot suffit à faire surgir des images de dracars, de haches ensanglantées, de villages en flammes. On les imagine sur les rivages de l'Angleterre, en Normandie ou même jusqu'en Islande. Des pillards sans foi ni loi venus du froid pour semer la terreur. Mais cette image ne raconte qu'une partie de la vérité. Car tous les Vikings n'ont pas pris la mer vers l'ouest. Certains ont fait un autre choix, plus discret, mais tout aussi audacieux. Descendre les fleuves de l'Est, traverser les vastes forêts de Russie et atteindre l'inaccessible Constantinople, la plus grande ville du monde à l'époque. Ces aventuriers étaient appelés les Varegs, des marchands, des mercenaires, des navigateurs, mais aussi des diplomates et des soldats d'élite. Certains finiront même par entrer au service de l'empereur byzantin au cœur de la mythique garde varangienne, dont la réputation résonne encore dans les chroniques médiévales. Dans cette vidéo, on va découvrir cette alliance improbable entre deux mondes que tout oppose. Le périple incroyable des Varegs, leur rôle militaire et politique au sein de l'Empire, les échanges commerciaux et culturels qui en ont découlé, et surtout, pourquoi cette page fascinante de l'histoire reste aujourd'hui largement oubliée. Prêt à embarquer pour un voyage de glace et d'or entre Scandinavie et Byzance, alors c'est parti. Tout commence dans les fjords escarpés de Scandinavie au cœur du IXe siècle. Tandis que certains Vikings partent piller les côtes de l'Angleterre ou de la Francie, d'autres prennent une route bien moins connue, celle de l'Est. Ces hommes, qu'on appelle Varegs, ne cherchent pas seulement le butin, mais aussi l'or, la soie, les épices. Leur objectif ? Atteindre Miklagard, la grande forteresse, nom nordique donné à Constantinople. Mais pour cela, il leur faut traverser un continent. Depuis des rives de la Baltique, les Varegs s'aventurent dans les terres, naviguant sur les grands fleuves de Russie, la Neva, le Volkhov, le Dniepr ou encore la Volga. Leur périple est long, dangereux, semé d'embûches, rapide, mortel, portage d'embarcations sur des dizaines de kilomètres, embuscades tendues par des tribus locales. Mais rien ne les arrête. En véritables maîtres de la navigation fluviale, ils franchissent les obstacles à la force des bras, tirant leurs bateaux sur des rondins ou les traînant dans la boue glacée. Au fil du temps, ces routes deviennent de véritables corridors commerciaux, reliant la Baltique à la mer Noire et à la Caspienne. Des postes fortifiés sont construits le long du chemin. Ladoga, Novgorod, Smolensk, puis Kiev, qui devient un centre névralgique. À mesure qu'ils avancent, les Varegs n'apportent pas seulement des marchandises. Ils s'installent, épousent des femmes locales, fondent des dynasties. C'est ainsi que naît peu à peu la dynastie Rurikide, qui dirigera la Rousse de Kiev. Mais c'est plus au sud que se joue le destin le plus surprenant. À l'horizon de leur aventure se dresse la perle de l'Orient chrétien, Constantinople, la capitale byzantine, luxuriante, immense, mystérieuse. Pour ces hommes venus du Nord, c'est un autre monde. Ces dômes dorés, ces palais de marbre, ces marchés chargés de richesses en font une destination mythique. Ils l'appellent Miklagard, la ville des villes. Et certains vont faire bien plus que l'atteindre. Ils vont y entrer et s'y faire une place. Lorsque les Varegs atteignent enfin Constantinople, c'est un choc. Après des semaines, voire des mois de navigation à travers forêts, marécages et steppes, la ville aux 1000 coupoles surgit comme un mirage. C'est une métropole comme ils n'en ont jamais vu. Au cœur de ces murailles colossales, Constantinople abrite l'un des marchés les plus prospères du monde, des palais couverts d'or et surtout, un pouvoir impérial absolu, centralisé, raffiné, millénaire.
Mais la première rencontre entre les deux mondes est violente. En 860, une flotte varègue attaque la ville par surprise. Les défenseurs byzantins mobilisés sur un autre front sont pris de court. C'est un pillage rapide, brutal mais limité. Constantinople ne tombe pas. Ce raid, dirigé depuis la Russe de Kiev, montre toutefois la puissance militaire des varègues et leur capacité à frapper loin. Face à cette menace venue du nord, les Byzantins comprennent vite qu'il vaut mieux les intégrer que les combattre. Les empereurs, fins stratèges, utilisent la diplomatie pour transformer ces ennemis potentiels en alliés utiles. Plusieurs traités sont signés entre l'Empire et les princes varègues de la Russe. Ceux-ci s'engagent à fournir des troupes et à respecter les routes commerciales en échange d'un accès privilégié au marché byzantin. Mais l'événement qui change tout, c'est l'année 988. Le prince Vladimir Ier de Kiev, récemment converti au christianisme, scelle une alliance avec Byzance. Il envoie des centaines de guerriers varègues en cadeau à l'empereur Basile II. Ces hommes forment le noyau d'une unité militaire d'élite, appelée à devenir légendaire, la garde varangienne. Dès lors, les varègues ne sont plus de simples visiteurs ou envahisseurs. Ils deviennent une composante essentielle de l'armée byzantine, loyale uniquement à l'empereur et redoutée sur tous les champs de bataille. Pour les hommes du Nord, servir à Constantinople, c'est l'honneur suprême. Ils sont mieux payés, mieux nourris et mieux considérés qu'ailleurs. Certains viennent même directement de Scandinavie pour rejoindre la capitale impériale. La route est connue, balisée. Ce qui n'était qu'un voyage fou devient un rite de passage pour les plus ambitieux des guerriers du Nord. Imposingly. Ils étaient grands, blonds, féroces et portaient de lourdes haches à deux mains. Au cœur même du palais impérial de Constantinople, ces hommes du Nord formaient l'unité la plus prestigieuse et la plus redoutée de tout l'Empire byzantin, la garde varangienne. Créée autour de l'an 988, cette garde d'élite avait une mission bien précise, protéger personnellement l'empereur. Contrairement aux troupes byzantines traditionnelles, souvent gangrénées par la corruption ou les intrigues politiques, les varègues étaient étrangers à la cour. Ils ne parlaient pas grec, ne faisaient partie d'aucune faction locale et étaient donc parfaits pour un service loyal et incorruptible. Leur loyauté était légendaire. On racontait qu'un varègue préférait mourir plutôt que de trahir son serment. Lors des nombreux coups d'État qui secouèrent l'Empire, ils restaient fidèles aux basileus en place, jusqu'à la mort s'il le fallait. Leur hache, appelée labris, n'était pas seulement une arme, c'était un symbole de fidélité sans faille. Mais les varègues n'étaient pas confinés au palais. Ils combattaient aussi sur les champs de bataille. On les retrouve dans les campagnes contre les Bulgares, les Arabes et plus tard les Normands. Le chroniqueur byzantin Michel Psellos décrit leur puissance avec effroi. Ils sont des géants qui frappent comme la foudre et meurent avec fierté. Leur rôle ne s'arrêtait pas là. Les varègues accompagnaient l'empereur dans les cérémonies officielles, les processions religieuses, les parades militaires. Drapés de tuniques rouges, armés de haches scintillantes, ils impressionnaient autant par leur prestance que par leur silence. Fait fascinant. Plusieurs inscriptions runiques ont été retrouvées dans les murs de Sainte-Sophie, laissées discrètement par ces hommes venus du Nord. Des noms comme Halfdan ou Hari y sont gravés. Poignant lit, témoignage émouvant d'une présence nordique en plein cœur de l'Orient chrétien. Avec le temps, la garde varangienne a évolué. Si elle fut d'abord composée principalement de Scandinaves, elle accueillait aussi des Anglo-Saxons après la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Pour beaucoup d'exilés, servir Byzance devenait une seconde chance, un nouveau destin. Mais une chose ne changea jamais, la fidélité farouche de ces hommes. Des Vikings devenus les gardiens de l'empereur le plus puissant du monde chrétien. Un paradoxe saisissant, mais bien réel. Si les varègues ont marqué les chroniques byzantines par leur force militaire, leur rôle économique et diplomatique est tout aussi essentiel, bien que souvent négligé. Car ces hommes du Nord n'étaient pas uniquement des guerriers, ils étaient aussi d'habiles marchands et négociateurs. Les routes qu'ils empruntaient à travers la Russie ne servaient pas uniquement à atteindre Constantinople. Elles formaient un véritable réseau commercial reliant la Baltique à la mer Noire. À bord de leurs bateaux à fond plat,
Les varègues transportaient du cuir, des fourrures, de l'ambre, du miel, de la cire et même des esclaves capturés lors de leurs expéditions. En retour, ils rapportaient des tissus précieux, des bijoux, du vin, des armes et surtout de l'or byzantin, dont la solidité et la pureté faisaient référence dans toute l'Europe médiévale. Ce commerce enrichit non seulement les Scandinaves, mais aussi les villes slaves qu'ils traversaient. Des cités comme Novgorod ou Kiev devinrent des carrefours florissants, mêlant influences slaves, nordiques et byzantines. Constantinople était perçue comme la source ultime du luxe, un objectif quasi mystique pour de nombreux varègues. Les objets exotiques ramenés au nord témoignent de cette fascination. Icônes chrétiennes, verreries colorées, bijoux ouvragés, des produits inconnus jusque-là dans le monde viking. Mais ces échanges n'étaient pas que matériels. L'influence culturelle byzantine sur les varègues est profonde. Christianisation progressive, adoption de rites orientaux, échange de savoir-faire dans l'architecture et l'écriture. Le prince Vladimir de Kiev, en se convertissant à l'orthodoxie, adopte non seulement une foi, mais aussi une culture politique inspirée du modèle byzantin centralisé et sacré. L'art de la mosaïque, le culte impérial, les rites liturgiques, tout cela est transmis, adapté, réinterprété. Cependant, cette relation n'a pas toujours été paisible. Avant les alliances, les varègues ont attaqué Constantinople à plusieurs reprises, notamment en 860 et 941. Leurs dracars pénétrèrent jusqu'aux murs de la ville, mais à chaque fois, la défense byzantine finit par repousser l'assaut. Ces affrontements finirent par déboucher sur des traités commerciaux et des accords de non-agression, transformant l'ennemi en partenaire. Ainsi, la relation entre les Vikings de l'Est et l'Empire byzantin fut un équilibre subtil entre la guerre et le commerce, entre la hache et l'icône, entre la crainte et l'admiration. Pendant plus de 2 siècles, la présence des varègues dans l'Empire byzantin fut un pilier discret mais solide de la stabilité impériale. Et pourtant aujourd'hui, peu s'en souviennent. Leur histoire, bien réelle, semble s'être dissoute dans les méandres de l'histoire. Pourtant leur héritage est multiple. D'abord, la garde varangienne, qui perdura jusqu'au XIIIe siècle, est l'un des exemples les plus aboutis d'une unité étrangère devenue essentielle à un empire. Elle a traversé les règnes, résisté aux intrigues, protégé des empereurs, participé à des guerres majeures. Elle incarne une forme d'élite militaire fondée non sur la naissance ou l'origine, mais sur le mérite et la fidélité. Ensuite, l'héritage culturel. Les varègues ont servi de pont entre le monde nordique païen et le monde byzantin chrétien. En servant à Constantinople, ils ont été exposés à des idées nouvelles. La liturgie orthodoxe, l'art byzantin, la notion de royauté sacrée. Ces influences, ramenées dans leur terre d'origine ou transmises à travers la Russe de Kiev, ont contribué à façonner une identité hybride à la croisée des mondes. Des traces concrètes subsistent. Outre les inscriptions runiques de Sainte-Sophie, on a retrouvé dans des tombes suédoises des objets byzantins, preuve des allers-retours. Dans les chroniques byzantines, ils sont décrits avec fascination, parfois crainte, mais toujours respect. Dans la tradition scandinave, Constantinople est devenu un lieu mythique, évoqué dans les sagas comme Miklagard, la grande cité inaccessible. Mais leur rôle finit par décliner. Au fil des siècles, les varègues perdent leur prééminence dans l'armée impériale. L'arrivée des croisés, l'affaiblissement du pouvoir byzantin, les changements politiques en Scandinavie et dans la Russe affaiblissent les liens. La prise de Constantinople par les Latins en 1204 marque la fin de l'ère varangienne. Les derniers Scandinaves au service du Basileus disparaissent dans les tempêtes de l'histoire. Aujourd'hui, leur nom évoque tout au plus une unité oubliée, une curiosité d'archives. Mais en réalité, ils furent les témoins et les acteurs d'un monde plus connecté qu'on ne l'imagine. Une Europe médiévale où les cultures dialoguaient, commerçaient, s'affrontaient bien avant les grandes découvertes. Et c'est peut-être cela, leur vrai legs, avoir prouvé que même au Moyen-Âge, l'aventure, la curiosité et le brassage culturel pouvaient lier les extrêmes. On réduit souvent les Vikings à des barbares en quête de sang et de pillage. Mais ceux qui ont pris la route de l'Est ont écrit une toute autre page de l'histoire. En rejoignant Constantinople, ils ne se sont pas seulement aventurés loin de chez eux, ils ont franchi un monde, celui de Byzance, raffiné, chrétien, puissant, et au lieu de l'affronter, ils ont choisi d'y prendre part. La garde varangienne incarne cette rencontre improbable, des guerriers païens devenus protecteurs d'un empereur chrétien d'Orient. Un paradoxe? Non. Plutôt la preuve que même au cœur du Moyen-Âge, les frontières étaient faites pour être traversées. Aujourd'hui, peu se souviennent de ces hommes,
Mais les traces qu'ils ont laissées, dans la pierre, l'or, le sang et les mots, témoignent d'un temps où le Nord et l'Orient ne s'opposaient pas, mais s'unissaient. Et toi, avais-tu déjà entendu parler de cette histoire? Si tu veux découvrir d'autres récits oubliés de notre passé, abonne-toi dès maintenant, like, commente, partage. C'est comme ça que tu aides ces histoires à ressortir de l'oubli. Merci à toi.